Voilà tout le monde. Rebonjour, Sogui. Non. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, nous déclinons un peu le plan de travail. Nous allons essayer déjà de parler un peu de la généralité sur le type de personnalité, faire un petit rappel du test de MBTI, partager les dimensions de ce test-là, dit MBTI, revenir sur les tableaux des 16 types qu'on rencontre dans le MBTI et nous présenter plus sur la présentation de ce profil-là, dit défenseur, avant maintenant de passer la main à la collègue Mengou pour la partie professionnelle. Alors, le MBTI est un outil d'évaluation de personnalité qui a été développé effectivement dans les années 40 par deux psychologues américaines, Catherine Briggs et Isabelle Myers. Alors, c'est un test de personnalité qui permet un peu de déceler les types de personnalité chez l'individu. C'est un questionnaire à choix multiple, questionnaire qui permet d'identifier sa préférence psychologique naturelle. Donc, le MBTI, aujourd'hui, c'est l'outil psychométrique le plus connu et le plus utilisé au monde. Utilisé dans plusieurs contextes variés, notamment dans le développement personnel et la connaissance de soi, dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle, mais surtout et surtout dans le domaine des ressources humaines. Dans le domaine des ressources humaines, puisque le MBTI permet en tout cas de cerner la personnalité des candidats, qui donne des indications utiles sur leur habilité à travailler en équipe, en tout cas sur leur aptitude, en tout cas se mouvoir dans l'entreprise. Donc, c'est un test très utilisé, également dans la formation en management et au leadership, dans l'amélioration de la communication interpersonnelle. Donc, ce test-là, en tout cas, permet un peu de révéler votre vrai moi, permet de transformer votre vie, mais aussi de donner la meilleure version de vous-même. Donc, il distingue 6 types de personnalités. C'est un outil d'évaluation du tempérament accessible en ligne, donc vous l'avez suivi en ligne. Donc, le MBTI ne mesure ni les compétences ni les talents. Là, il faut être très précis. Donc, ça cerne seulement ça aide à cerner votre personnalité, à mieux vous comprendre, à mieux vous divulguer. Ça donne des indications, en tout cas, sur en tout cas, votre manière dont vous percevez l'information, dont vous prenez les décisions, dont vous interagissez avec les autres. Donc, en définitive, ça décrit votre préférence naturelle de fonctionnement au moment où vous avez subi le test-là. Alors, le MBTI comporte 4 dimensions que l'on appelle également des pôles. Donc, vous avez 4 pôles de préférence avec leur utilité. Pourquoi maintenant ces pôles-là sont importants? Alors, effectivement, ils sont importants puisque ces préférences-là permettent en tout cas de mieux comprendre les différences entre les personnalités, d'améliorer la communication interpersonnelle, la communication au travail, permet de mieux gérer les relations professionnelles, permet de développer la conscience de soi-même, mais surtout de comprendre le style de travail et d'apprentissage. Alors, nous avons le premier pôle, l'extraversion vis-à-vis de l'introversion. Donc, comment la personne tire sa source d'énergie. Ce pôle-là permet de comprendre d'où une personne tire son énergie et comment elle interagit avec son environnement. Est-ce que c'est à travers l'extraversion, donc c'est une personne qui est tournée vers l'extérieur, donc avec en tout cas une énergie tournée vers l'extérieur, le goût pour les interactions sociales, d'accord, la tendance à réfléchir un peu en parlant, donc c'est quelqu'un qui est très ouvert, ou bien est-ce que c'est à travers l'introversion? L'introversion, c'est un peu le contraire, ça dit que l'individu préfère tirer son énergie en tout cas de son monde intérieur. Elle a cette préférence-là à la réflexion et à la concentration, donc qui a besoin en tout cas de temps seul, de temps de se retrouver seul pour se ressourcer.
Donc, ça, c'est un peu le premier pôle. Et ce pôle-là est à comprendre les styles d'interaction, de communication et de travail. Donc, nous avons le deuxième pôle, la sensation par rapport à l'intuition, qui traduit un peu notre mode de perception, en tout cas de notre environnement. Alors, il explique la manière dont une personne recueille et traite l'information. Est-ce que c'est à travers la sensation, c'est-à-dire que l'individu préfère recueillir des informations grâce à ces cinq sens. Donc, nous notons un peu l'attention aux faits concrets, des préférences pour l'expérience et les détails. Par exemple, une personne orientée vers le futur. Ça, c'est la sensation. Maintenant, par rapport à l'intuition, c'est un peu le contraire. C'est que la personne préfère que les informations grâce au sixième sens. Donc, nous notons un peu une attention aux idées et aux possibilités. Nous notons un intérêt pour les concepts et les modèles et une orientation vers le futur. N'est-ce pas? Troisième pôle, nous avons un peu la pensée vis-à-vis du sentiment, qui décrit la manière dont une personne prend ses décisions. Vous avez ces modes de prise de décision à travers, en tout cas, des décisions basées sur la logique, basées sur, en tout cas, une analyse objective et des situations. Ça, c'est un peu la pensée, la recherche d'équité et de cohérence, ou bien contrairement, à travers le sentiment. Le sentiment, donc, la personne qui est portée, avec des décisions, en tout cas, basées sur les valeurs et l'impact humain, n'est-ce pas, sur une attention aux relations et aux émotions, mais surtout aussi vers la recherche d'harmonie. Alors, nous avons maintenant le quatrième et dernier point, qui renvoie au style de vie, qui indique en tout cas la manière dont une personne organise sa vie et gère les situations qui l'incombent. C'est le jugement vis-à-vis de la perception. Pour le jugement, donc, nous notons un peu cette préférence-là pour la planification et l'organisation, le goût pour les décisions très claires. Donc, c'est quelqu'un qui est très méthodique. Par rapport maintenant à la perception, vous avez cette préférence-là pour la flexibilité, d'accord, la spontanéité, l'adaptabilité. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut relever. Alors, en résumé, donc, je sais que nous pouvons dire que les 4 pôles du MBTI servent à comprendre en tout cas où nous puisons notre énergie, c'est le premier pôle. Deuxième pôle, comment nous percevons l'information, comment nous prenons les décisions pour le troisième pôle, et enfin, comment nous organisons notre vie et nos actions. La préférence. Donc, chaque individu naturellement fait usage de ces 8 composantes que nous venons d'énumérer dans une certaine mesure, mais a une préférence certes pour une façon de faire dans chaque domaine. Donc, effectivement, chacun a sa propre façon de faire, donc, mais ces façons de faire également peuvent évoluer avec le temps. Alors, aucun pôle de préférence n'est ni meilleur, il n'y a pas de bon ou bien de mauvais profil. Donc, tous les profils se valent. Les profils, donc, en tout cas, ont leur tendance, ont leur point fort, ont leur axe d'amélioration. Alors, aucun pôle de préférence n'est ni meilleur, ni souhaitable que son opposé. En ce sens, l'outil vous aide à prendre conscience de votre style particulier, qui est différent des autres, ainsi qu'à mieux comprendre et apprécier les différences utiles qui existent entre les individus. Donc, à décortiquer un peu les interactions entre vous et les autres. Alors, nous avons en résumé les 16 types de personnalités que nous rencontrons dans le BTI. Donc, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le ISFJ. Alors, qui est le ISFJ? Comment il est? Les ISFJ représentent environ 13% de la population et sont plus présentes chez les femmes. Donc, ça, c'est les textes, c'est les recherches scientifiques qui le disent. À l'instar des autres types de MBTI, les ISFJ ont des caractéristiques auxquelles on les reconnaît. Vous avez essayé sans doute ce test et c'est avéré que c'est aussi votre type de personnalité. Alors, qui êtes-vous? Comment on appelle, qui est le type ISFJ qu'on appelle encore défenseur? L'ISFJ est un profil du MBTI souvent surnommé le défenseur. C'est une personnalité très chaleureuse et très humble. Donc, une personne foncièrement humaine, caractérisée par sa discrétion, son dévouement, son sens du devoir et son attention, en tout cas méticuleuse, aux besoins des autres. Donc, ça aussi, il faut le dire, c'est quelqu'un qui a véritablement le sens du devoir,
quelqu'un qui a en tout cas qui porte une attention particulière aux besoins d'autrui. Donc, vous êtes le roc sur lequel on peut appuyer, celui ou celle qui assure en tout cas le bon fonctionnement des choses en coulisses, avec une loyauté, une fiabilité sans faille. Alors, ces types de personnalités-là sont souvent appelés, en tout cas, souvent considérés comme le ciment des sociétés, puisqu'ils sont fédérateurs, d'accord? Ils sont producteurs, ils sont dévoués, attachés aux traditions. Et encore, ils possèdent un sens aigu du devoir, on l'a dit tout à l'heure. Alors, dans le contexte africain où nous sommes, il faut dire que les valeurs de communauté et de transmission sont primordiales. Ce profil, alors, se retrouve chez les filieux qui ont bâti ou protégé, en tout cas, des institutions avec discrétion et personnalité. Les 4 dimensions dominantes. Alors, vous avez eu comme introversion, à l'opposé de l'extraversion, alors des personnes plutôt réservées, discrètes, donc les ESFJ mènent une vie intérieure très riche. Elles préfèrent la solitude aux événements sociaux. Donc, ça c'est vrai, donc ils n'aiment pas trop les grands événements, donc tout ça là, ils aiment se retrouver seuls, donc ça aussi c'est la dimension introvertie. Est-ce comme relation à l'opposé de l'intuition, ils préfèrent les choses concrètes de la vie et accordent davantage d'importance aux réalités du présent plutôt que sur les possibilités futures. Donc, ils vivent immédiatement le moment présent. Donc, le futur, c'est après, mais ils vivent pleinement le moment présent. F comme sentiment, le feeling, à l'opposé de pensée. Alors, chez les ISFJ, les défenseurs, le monde subjectif domine sur le monde objectif. Donc, elle prend des décisions en tenant compte surtout de l'impact émotionnel et moral. Elle écoute plutôt son cœur. Donc, les valeurs familiales, les valeurs sont fortement ancrées chez lui. Donc, il écoute plutôt avec le cœur. Le jugement, à l'opposé de perception. Donc, les défenseurs préfèrent, ils sont très prudents, ils aiment encore un environnement qui est plutôt structuré. Alors, la fonction cognitive, il y a une fonction dominante, mais aussi, il faut dire que cette fonction-là peut évoluer avec le temps. Très dans l'enfance, donc, le défenseur développe sa fonction dominante, qui est la sensation introvertie, n'est-ce pas? Elle se concentre sur des informations subjectives pour prendre des décisions, aime limiter les informations. Donc, c'est des personnalités, en tout cas, qui ont cette forte tendance à être sensationnelles et introverties, mais comme on l'a dit, donc, cette fonction cognitive-là peut évoluer avec le temps au contact des événements, avec les expériences de vie, avec un peu le développement personnel, avec un peu les expériences de travail. Donc, c'est un profil qui peut évoluer également. Le point fort, c'est quelqu'un qui est fortement altruiste. Il est altruiste et aime penser aux autres. D'accord? Il fait naturellement preuve d'empathie, donc il aime maintenant en tout cas se mettre à la place de l'autre, essayer un peu de comprendre l'émotion donc, de l'autre. C'est quelqu'un qui est humain, qui est altruiste. Il possède un grand sens de la solidarité. Ça, c'est lui. Il a le sens du détail, donc, avec une méthode factuelle très impressionnante. Donc, c'est quelqu'un qui a une mémoire très développée, qui peut, en tout cas, vous rappeler les moindres détails des événements qui se sont déroulés. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste. Il fait toujours de son mieux dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est bosseur, qui aime vraiment le travail bien fait, qui est perfectionniste. Il est très pragmatique. D'accord? Il a un sens pratique très prononcé. Donc, il n'aime pas un peu tout ce qui est théorique, mais il est vraiment pragmatique, il est concret. Sens de la responsabilité et loyauté. C'est quelqu'un qui met un point d'honneur à tenir sur ses engagements. Donc, c'est quelqu'un très loyal, quelqu'un en tout cas sur qui on peut compter, quelqu'un qui est véridique, quelqu'un qui, quand il s'engage, en tout cas, il tient à ses promesses. Le respect de la procédure et des traditions et sens de la discipline. Donc, c'est quelqu'un qui est très respectueux des coutumes, donc je l'ai dit, donc les valeurs humaines, les valeurs familiales, c'est quelqu'un encore qui les respecte beaucoup. Les normes, les moyens de faire efficaces par le passé. Sens de la diplomatie, c'est quelqu'un qui est très diplomate, qui est très communicant et qui s'exprime de manière en tout cas très calme, très délicate et très diplomatique. Il n'aime pas trop frustrer, mais en tout cas, il fait passer l'information qu'il a envie de faire passer avec diplomatie. Maintenant, comme tout profil, vous avez des points forts et vous avez maintenant encore des difficultés qu'il va falloir encore transformer en axe d'amélioration. Alors, comme point faible, comme difficulté de ce profil-là, il a un altruisme exagéré.
D'accord. Il aime trop penser aux autres, donc, à tel enseigne que parfois, il s'oublie lui-même. D'accord? Alors, le défenseur, l'ISFJ, peut parfois fonder ses décisions sur les souhaits des autres, plutôt que sur ses propres ambitions. Donc, comme on l'a dit, chez lui, c'est les autres avant lui. Maintenant, à force de penser ainsi, parfois aussi, on peut avoir des difficultés. Cette dépendance-là au regard des autres. Donc, il est très dépendant du regard des autres, donc il aime en tout cas avoir un feedback, comprendre en tout cas comment les gens en tout cas, le voient, comment les gens le jugent. Donc, ça aussi, c'est une de ses difficultés. Il peut oublier ses propres besoins au profit de ceux des autres. Il a tendance à fuir les situations de conflit. Donc, ça aussi, c'est un point faible. Il aime tellement rendre service, il ne veut pas que, il veut que tout le monde soit content. Ça aussi, c'est pas possible, il faut le dire. Difficulté à gérer le stress. Effectivement, dans les situations de stress, le défenseur, ce type de profil-là qu'on appelle ESFJ, peut se montrer pessimiste et envisager le pire. Il peut perdre des moyens, il peut perdre ses moyens du moins, excusez-moi, travailler avec un manager désordonné. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment, bon, carré, si je peux dire ainsi. Donc, il aime tout ce qui est ordonné, précis. Donc, les contradictions, en tout cas, peuvent être des éléments déclencheurs de stress chez lui. Respect exagéré des procédures. Cela aussi, bon, il est trop procédural. Il réagit mal au changement. Donc, quand il a l'habitude de faire quelque chose qu'il réussit, il a tendance à vouloir reproduire cela à chaque fois. Donc, quand il y a désorganisation, changement, il peut être un peu bouleversé. Réticent au changement. Il préfère faire des choses qu'ils ont fait déjà, donc ils n'aiment pas de nouveau, comme je l'ai dit, donc ils n'aiment pas trop les changements. Donc quand ils font quelque chose en tout cas qu'ils réussissent, alors ils ont déjà stabilisé la méthode, la démarche, ils veulent maintenant bon, continuer sur cette même méthode-là et ne pas changer de façon de faire. Alors, les facteurs de stress qui font tourner la tête aux défenseurs. La procrastination. La procrastination, donc, c'est cette mauvaise habitude-là à toujours reporter les choses. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut faire demain, ce qu'on peut faire aujourd'hui, excusez-moi, on le renvoie à demain. Ça, c'est la procrastination. Alors, comme autre élément de stress, ne pas être apprécié pour son être quotidien. Donc, lui, il pense tellement aux autres que quand maintenant, bon, ce qu'il fait n'est pas apprécié, il peut être stressé. Le manque de temps pour préparer. Ça aussi, donc, c'est quelqu'un qui est très méthodique, qui aime en tout cas savoir dans quoi il met en tout cas les pieds. Il aime en tout cas maîtriser les choses à l'avance. Ça aussi, quand il ne le maîtrise pas, c'est source de stress. Ne respect des règles établies. Donc, ça aussi, donc, c'est quelqu'un qui est très méthodique, qui aime un peu les us et coutumes, qui aime que les choses soient vraiment codifiées. Quand ce n'est pas le cas, il est stressé. Indécision. Ne pas tenir compte, de ce que je ressens. Donc, ça aussi, c'est comme ça. Donc, lui aussi, la dimension émotionnelle est très importante. Donc, si maintenant, c'est pas aspect de chez lui, ça peut être un élément de stress. Le changement de dernière minute. Donc, comme on l'a dit, hein, donc c'est quelqu'un qui veut avoir en tout cas, qui veut avoir une mainmise dans ce qu'il fait, maîtriser un peu son chronogramme. Donc, quand il y a des changements de dernière minute, ça peut vite le bouleverser. Le conflit au travail, facteur de stress qui ne ment pas, qui me font tourner un peu la tête. C'est vrai que aussi, il n'aime pas trop les conflits. Il aime que tout le monde soit en paix, que tout le monde rit, que tout le monde puisse être gai. Quand maintenant il y a un conflit, donc il est en cas bouleversé. C'est quelque chose qui peut le stresser. Alors, inefficacité des autres affectant son travail. Donc, lui, il est méthodique, il aime que le travail soit bien fait. Si maintenant, bon, il y a son opposé, quelqu'un qui fait mal le travail, qui n'est pas méthodique, etc., donc, il ne peut pas travailler avec lui. Bon, c'est des choses qui peuvent le bouleverser. Bon, le bruit aussi également, donc c'est quelque chose qui peut vite le stresser. Lorsque les autres répètent les mêmes erreurs aussi, bon, c'est vrai que c'est des choses que l'on retrouve chez beaucoup de profils. Les erreurs répétées, donc absence de méthode, c'est des éléments déclencheurs de stress. Alors, en résumé, vous avez ce type de profil-là, vous voyez que c'est quelqu'un qui est pointilleux, qui a besoin d'un contrôle exagéré. Ça aussi, c'est considéré comme point faible. Autre point faible, il est peu créatif, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il n'aime pas trop le changement. Donc, quand il a sa propre méthode, il
il faut toujours continuer sur cette façon de faire-là. L'intuition, des intuitions négatives qu'il a, il imagine toutes sortes de catastrophes. Donc, c'est quelqu'un qui est très méfiant. Facilement, donc, il a de mauvaises intuitions, donc il a des pensées négatives. Donc, c'est des choses en quoi qui peuvent le bloquer et qui peuvent en tout cas générer des stress énormes chez ce type d'individu-là. Alors, comme point fort, donc, c'est quelqu'un qui est très organisé, quelqu'un qui est structuré, fiable, qui est responsable, qui est excellent, qui a une excellente mémoire de travail. Effectivement, il se rappelle des moindres détails. Donc, c'est quelqu'un qui a une mémoire, comme on dit, une mémoire d'éléphant. Donc, en résumé, donc, le défenseur, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est très loyal, qui est attentionné, qui est méthodique. N'est-ce pas? Donc, ses principales forces, on peut dire, par exemple, que c'est quelqu'un qui a un soutien aux autres et aime soutenir les autres. C'est quelqu'un qui est très fiable, qui est fin observateur, qui est enthousiaste, mais aussi qui est travailleur. Alors, ses limites, c'est un peu aussi qu'il est trop humble. Qu'il est trop humble, donc il faut tout le temps bien faire plaire aux autres. Donc, ça aussi, c'est des limites. Il prend les choses parfois personnellement. Il réprime ses sentiments donc, au détriment des autres. Il est surengagé parfois dans les tâches. Il est réticent au changement. Il est trop altruiste. N'est-ce pas? Alors, voyez un peu, donc vous avez ces personnalités-là de type défenseur et FFJ. Donc, vous avez 3 dames et vous avez un homme. Donc, vous avez Helen Sirleaf Johnson, donc, qui est libérienne, qui a été la première dame, en tout cas, présidente en Afrique noire. Vous avez la reine Elisabeth II, qui est décédée récemment, reine d'Angleterre. Vous avez Mère Teresa de Calcutta, qui est indienne. Et vous avez le célèbre footballeur sénégalais, Sadio Mané. Alors, prenons l'exemple de 2 personnalités. Prenons l'exemple de Helen Johnson Sirleaf, alors, qui est libérienne, je le dis, elle fut la première femme élue présidente, en tout cas, d'un pays africain au suffrage universel, alors avec le vote direct. Elle est surnommée la Dame de Fer. Donc, au Libéria, on l'appelait la Dame de Fer. Elle a pourtant agi comme une mère de la nation, effectivement, après la guerre civile. Vous savez que le Libéria, c'est un pays qui a longtemps vécu la guerre civile. Alors, avec la dame-là, vraiment, il y a eu énormément d'avancement. Donc, elle a beaucoup fait pour ce pays-là. Elle avait incarné, en tout cas, un style qui est très pragmatique, axé sur la reconstruction matérielle, donc, et la stabilité des institutions. Donc, elle a vraiment agi en bâtisseur, en tout cas, des valeurs républicaines. Elle a pu, en tout cas, faire sortir ce pays-là du désastre. Elle avait incarné le côté méthodique et protecteur de ce type-là de personnalité-là, type ISFJ, qui nettoie le chaos pour, en tout cas, protéger le futur. Donc, c'est quelqu'un qui inspire, en tout cas, les jeunes dames, les jeunes politiciennes. C'est quelqu'un qui est très méthodique, en tout cas, qui est défenseur. Alors, l'autre exemple, nous pouvons parler un peu de Sadio Mané. Alors, Sadio Mané, je pense que nous ne finirons jamais de le présenter. C'est un footballeur sénégalais. Alors, en quoi, on peut dire que sur le plan contemporain et sportif, ce footballeur-là est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école du type ISFJ. Alors, malgré sa célébrité mondiale, il reste en tout cas extrêmement humble et discret. Je pense que ça, il faut le dire, c'est quelqu'un qui est très humble, qui est très discret, un footballeur éminemment riche, mais vous ne le voyez pas dans beaucoup de choses. Il fait beaucoup d'actions sociales dans l'ombre. Donc, au Sénégal, il a beaucoup investi, il a beaucoup aidé, en tout cas, les plus démunis, et ailleurs aussi, n'est-ce pas? Son dévouement pour sa communauté locale, avec un peu la construction de bureaux, d'écoles, d'accord, alors, montrant quoi ce besoin de type SFJ, de prendre soin des siens et de manière vraiment concrète, tangible et loin des projecteurs. Donc, c'est quelqu'un qui est éminemment social, éminemment défenseur, d'accord. Donc, c'est vraiment des exemples qu'on voulait donner pour montrer en tout cas ce type de personne qu'on appelle ISFJ, le type défenseur. Voilà un peu en gros. Je vais m'en arrêter là et je passe la main à la collègue pour un peu la partie professionnelle. Nous entendons un peu les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sogui. Merci pour cette
présentation, hein, comme à l'accoutumée. Donc, voilà, remercier tout le monde. Je suis Ndeye Bagouka, conseillère en emploi à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Je m'en vais vous présenter la deuxième partie de cette session qui porte sur le cadre professionnel de la personnalité ISFJ défenseur. Donc, il s'agit dans cette partie de partir de ce que mon collègue Sougui du CNOSP vient de nous présenter relativement aux caractéristiques de la personnalité et voir comment le mettre en rapport, mettre ces caractéristiques en rapport avec le milieu professionnel. Ce que la personnalité offre comme aptitude professionnelle naturelle et ce qui est attendu comme aptitude professionnelle dans les métiers de l'IA et des données. Voilà. Et pour ce faire, nous allons aborder, voir qu'est-ce que cette personnalité ISFJ recherche. Votre personnalité, la personnalité qui vous décrit, qu'est-ce qu'elle recherche dans son travail. Donc, c'est une personnalité qui aime travailler dans un environnement organisé et structuré. Il a dit, hein, je ne vais pas m'appesantir sur cette partie davantage. Et c'est quelqu'un qui affectionne les cultures d'entreprise, qui privilégie les respects des traditions, les normes et les coutumes. C'est quelqu'un qui aime travailler dans une ambiance où les relations sont bonnes et où chacun se sent intégré. Il a toujours de l'égard pour les autres. Et ça, c'est important pour une cohésion de groupe. Donc, c'est une personnalité qui constitue un pilier pour le groupe parce qu'il aime mettre tout le monde autour de l'essentiel. C'est quelqu'un qui aime concevoir et donner du soutien. Donc, très avenant. Et c'est une personnalité qui a besoin d'ordre, de tranquillité, de calme pour pouvoir bien s'acquitter de ses tâches dans un esprit de service. C'est également quelqu'un qui compose bien avec la routine, qui aime bien les tâches répétitives, qui aime faire les mêmes choses à chaque fois et tout le temps. C'est quelqu'un qui aime collaborer avec des gens consciencieux comme elle, hein, donc des gens qui vraiment sont responsables et qui ont le même mindset que lui. C'est également un collègue apprécié, conciliant et qui donne volontiers, qui aide donc son collègue. Par contre, il y a des environnements de travail qui ne lui conviennent pas. C'est quand les consignes sont peu claires et changent à chaque fois. Donc, c'est quelqu'un qui aime la routine. Donc, quand les consignes changent à chaque fois, c'est normal que, voilà. C'est quelqu'un qui déteste le non-respect des règles. Donc, il est sur les procédures. Quand il n'y a pas de respect des règles, c'est quelqu'un qui peut se perdre dans l'environnement de travail. Il n'aime pas les environnements. Quand il n'y a pas de respect des règles, ça mène vers le chaos. Et donc, ça peut le perturber, surtout quand il est en face de managers voilà, inconscients et qui changent d'avis en permanence. Voilà. Il n'aime pas également les structures hiérarchiques floues. Il faut que ça soit clair avec une bonne hiérarchisation qui dépend de qui fait quoi. Ils ne sont pas attirés par des environnements qui favorisent la compétition. Donc, eux, c'est des gens qui ont un bon esprit d'équipe. Quand ils se sentent que les gens, il y a des rivalités, ça peut également les froisser. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas non plus le manque de préparation et les retards. Ça peut créer également des problèmes chez la personnalité ISFJ. Ce ne sont pas des carriéristes dans l'âme, hein, parce qu'ils ne sont en compétition avec personne. Et en tant que manager, ils savent être à l'écoute des émotions de leurs collaborateurs, ce qui est excellent en termes de travail d'équipe. Et quand on interagit avec beaucoup de personnes qui peuvent être de filières et de domaines variés. Pour ce qui est des soft skills, vous verrez que là, c'est pour les soft skills que l'on trouve naturellement chez l'ISFJ. Donc, c'est des gens qui aiment la précision et le pragmatisme.
c'est des gens consciencieux, loyaux, dévoués, qui travaillent bien lorsque les rôles et les responsabilités sont clairement définis. Donc, ils ont une forte éthique de travail et peuvent accomplir des tâches avec diligence et efficacité, ce qui est excellent en matière de métier du numérique. Quand il s'agit du numérique, ça, c'est essentiel. C'est des gens, c'est des personnes qui ont un sens de l'organisation et de la méthode, ce qui est aussi recherché dans l'IA et les données. Vous le verrez, on le verra plus tard. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Donc, l'ISFJ travaille le temps qu'il faut pour faire évoluer un projet. Donc, c'est quelqu'un qui sait s'engager et prendre ses responsabilités tout en respectant, et ce qui lui permet de respecter les délais et les procédures. C'est quelqu'un qui a une conscience professionnelle, donc qui établit des procédures claires pour assurer le bon déroulement des travaux. Donc, vous verrez que c'est une belle personnalité. Nous allons davantage approfondir sur ces aptitudes naturelles que l'on retrouve chez des FJ. Donc, c'est quelqu'un qui est attentionné. Ce sont souvent ceux qui veillent sur les autres et ils le font dans l'ombre sans chercher la lumière. Ce pas des gens qui aiment le voyez-moi. Ils sont très efficaces, mais ils le font dans l'ombre. Ils sont responsables, sont souvent décrits comme des personnes pratiques, organisées et soucieuses du détail et qui prennent leurs responsabilités très au sérieux. Donc, ils sont loyaux également. Et voilà, c'est des personnes qui sont généralement reconnues pour leur loyauté. C'est des personnes qui sont également sérieux. Car quand on est structuré, organisé, donc être en support des autres, souvent, on peut compter sur leur sérieux. C'est des soutiens efficaces envers autrui. C'est des altruistes, Sogui l'a dit dans la première partie. C'est une personnalité qui prend ses décisions en tenant compte des impacts potentiels sur les autres. Il fait naturellement preuve d'empathie et possède un grand sens de la solidarité. Et c'est quelqu'un qui travaille dur pour le bénéfice des autres, sont connus pour leur altruisme, leur sens du devoir et leur désir de soutenir et de protéger ceux qui les entourent. Donc, mon collègue disait tantôt que parfois même ils ont tendance à s'oublier. Et c'est là qu'il faut faire attention. On peut aider, on peut être gentil, mais quand même il faut le faire au juste milieu. Il ne faut pas trop, parce que quand on se laisse trop faire, souvent on est blessé, il peut y avoir des retours négatifs sur soi-même. Donc, le juste milieu, ne pas être trop, ne pas trop céder et ne pas, toujours vouloir rendre service jusqu'à oublier ses propres besoins. Et c'est quelqu'un qui travaille aux besoins des autres, au bénéfice des autres. C'est quelqu'un qui est capable, par contre, de défricher les situations, ce qui est excellent. Parce qu'en termes d'IA et données, il faut savoir lire parfois des situations compliquées. C'est quelqu'un qui observe, donc qui a le sens du détail, qui est en harmonie avec son environnement. Parce qu'au fait, il essaie de comprendre l'autre. Donc, il n'aime pas les conflits et souvent, les gens le lui rendent bon et ça crée des environnements harmonieux et c'est très bien et recherché en matière de collaboration. Voilà, c'est quelqu'un qui est modeste, donc dévoué, très gentil, responsable, donc qui est régulier, souvent associé à la régularité et la stabilité. Je vous ai même dit tantôt que c'est quelqu'un qui aime la routine, les mêmes choses. Donc, il est dans le statu quo, pas toujours enclin à changer non plus. Et ça aussi, on fera attention. C'est quelqu'un qui est mesuré, donc très mesuré d'ailleurs. Donc, qui préfère généralement évaluer les situations avec soin avant de prendre des décisions, ce qui reflète un côté organisé et méthodique de cette personnalité. Donc, c'est quelqu'un qui est prudent dans ses actions. Donc, ils sont généralement réfléchis, organisés, préfèrent prendre des décisions après avoir soigneusement évalué toutes les options. Donc, c'est également très, très essentiel en termes de prise de décision. Ils sont connus pour leur fiabilité, ça c'est clair.
leur sens des responsabilités et leur capacité à maintenir un environnement stable. Voilà, c'est quelqu'un qui planifie avant d'agir, ce qui est important. Parce que le pilotage à vue ne réussit pas, ne réussit jamais. Voilà, ne sert pas à grand chose. Donc, c'est quelqu'un qui utilise la logique pour comprendre le fonctionnement du monde, ce qui est essentiel. Mais parfois, c'est quelqu'un qui est trop bon avec les gens. Il est empathique, il est dévoué, mais quand c'est trop, il faut juste équilibrer, en tout cas, sa gentillesse et son humilité. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Donc, et quand on ne sait pas dire non, on a tendance à fuir des situations de conflit, mais il faut quand même apprendre à dire non. Ça, parce que quand on ne peut pas dire non, on a des difficultés également à gérer son stress, parce que tout le stress se repose sur nous. Et on a besoin des fois d'équilibrer toutes ces émotions-là pour, voilà, un peu, voilà, calmer son stress. C'est quelqu'un, c'est un type qui fait trop d'efforts, calme, réservé, modeste. Et souvent, quand on fait trop d'efforts, les gens ont tendance à abuser. Donc, voilà. C'est bien pour l'harmonie du groupe et de son environnement, mais quand même, il faut que cette personnalité arrive quand même à penser à elle-même. C'est quelqu'un qui se met trop en retrait, donc qui s'exprime souvent plus pour donner son point de vue que pour chercher des informations. Il le fait de façon posée, donc délicate et diplomatique. Donc, c'est une personnalité qui parfois également, voilà, peut être peu convaincant dans ses arguments. Voilà, il peut rencontrer des difficultés dans certaines situations argumentatives parce qu'on se dit, ben, est-ce que je vais froisser, est-ce que je vais, voilà, dire du mal, faire mal. Donc, c'est cette réflexion-là, cette surréflexion à ne pas froisser, à ne pas faire du tort qui peut poser parfois des problèmes dans la cour. Donc, c'est quelqu'un qui est difficile à apprécier aussi. Donc, c'est certaines caractéristiques qui peuvent parfois rendre la relation avec eux un peu plus complexe pour ceux qui ne comprennent pas votre façon de fonctionner. C'est des gens qui peuvent être peu flexibles, par contre. Vous verrez, tantôt il est trop gentil, mais il peut quand même se cantonner aussi sur des positions. C'est des gens qui sont généralement dévoués, fiables et pratiques, mais ils peuvent avoir du mal avec les changements brusques et non planifiés parce qu'ils préfèrent les mêmes choses, les procédures et les routines. Donc ça, c'était les caractéristiques naturelles de votre personnalité ISFJ. Maintenant, vous verrez que dans la deuxième colonne, je vais vous présenter les caractéristiques qui sont attendues dans les métiers de l'IA et des domaines. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire la corrélation entre ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire vos aptitudes naturelles, ce que l'IFJ présente comme caractéristiques et les aptitudes qui sont attendues dans l'intelligence artificielle et les données. Vous verrez que vous avez des axes à améliorer et c'est ça qu'il faudra réussir pour pouvoir mener à bien votre carrière dans la filière intelligence artificielle et données. Donc, ce qui est la première aptitude, en tout cas attendue en IA et données, c'est l'innovation et la pensée créative. Car les métiers de l'IA et des données ne se limitent pas à l'exécution technique. Ils exigent une approche créative et innovante pour résoudre des problèmes complexes. Cela nécessite une pensée créative pour anticiper les tendances et repousser les limites technologiques qui surgissent tous les jours. Or, on a vu que c'est souvent quelqu'un qui aime être dans la routine. Donc, il faudra bien travailler cette pensée créative, votre créativité, et savoir innover et savoir quitter en tout cas les sentiers battus et inventer, proposer de nouvelles choses. Ça, c'est un point d'attention avec cette personnalité. Il y a l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ce n'est pas un problème chez cette personnalité, car c'est quelqu'un qui aime bien voilà, faire des efforts pour un environnement stable et harmonieux, on l'a dit tout à l'heure. Et contrairement aux idées reçues, les métiers de l'IA et des données ne sont pas réservés aux solitaires.
Donc, la collaboration y est essentielle. Et cet esprit-là, on voit que cette personne-là est un soutien efficace envers. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dur pour le bénéfice, c'est quelqu'un qui est sérieux, responsable et qui est en harmonie avec. Donc, ça, l'esprit d'équipe, ce n'est pas un problème avec cette personnalité. Si on vous demande de faire attention à l'innovation et la pensée, ce n'est pas le cas pour l'esprit d'équipe. Parce que l'esprit d'équipe, ça, ce n'est pas souvent une personnalité qui pose problème à l'équipe. L'aptitude à la communication, tantôt je l'ai dit, il peut y avoir des soucis de communication. Donc là, c'est écrit, hein, c'est quelqu'un qui peut être peu convaincant dans ses arguments. Donc, il faudra également... Parce que dans un domaine souvent perçu comme ultra technique, il faut une capacité à communiquer de manière efficace. Donc, c'est une compétence qui est sous-estimée, mais pourtant qui est très déterminante pour réussir. Car il faut savoir expliquer, hein? Il faut savoir expliquer l'intelligence artificielle aux non-techniciens pour pouvoir la faire adopter. Et ça, il le faut. Il faut savoir collaborer avec tous les métiers, pas seulement les techniciens, afin de comprendre les besoins des autres. Il faut comprendre les besoins, et pour comprendre les besoins des autres, il faut savoir bien communiquer avec. Attention également à la communication. Il faut savoir expliquer les limites des données. Il faut savoir convaincre et fédérer autour des projets data. D'où donc l'importance de bien travailler, de savoir communiquer avec des arguments exacts. Voilà. Donc, il y a également le jugement analytique et la pensée critique. Ça, c'est aussi très attendu en IA et données. Et souvent, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est prudent dans ses actions. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop, voilà, aller au-delà de ce qui est ça. Et il faut un jugement analytique et une pensée critique. Car le jugement analytique et la pensée sont essentiels dans ces métiers de l'IA et des données, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Un professionnel de l'IA doit analyser rigoureusement les données pour détecter les biais, des erreurs et des incohérences. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours se limiter au truc, à ce qui est reçu, mais il faut aller au-delà. Il faut savoir critiquer, il faut savoir analyser. Une pensée critique permet d'évaluer la pertinence des données utilisées et d'éviter des conclusions, des fois, qui peuvent être trompeuses. Donc, ça, c'est également un point d'attention. La flexibilité et la capacité d'adaptation. Là, on dit qu'il y arrive que cette personnalité soit peu flexible. Hein? C'est parce que souvent, c'est le problème au changement. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les changements. C'est pourquoi il peut ne pas être toujours flexible sur ce plan-là. Donc, or, ces métiers-là évoluent à une vitesse sans précédent. C'est pourquoi la flexibilité et la capacité à s'adapter sont des compétences vitales pour y survivre et prospérer dans ce domaine-là. Car les technologies changent à une vitesse, voilà, inimaginable. Il faut constamment se réinventer. Donc, les besoins évoluent rapidement. Donc, les données ne sont jamais stables ni parfaites. Donc, il faut s'adapter en temps réel. Hein, donc, faire attention également sur ce point-là. La curiosité intellectuelle. Dans un domaine où les connaissances ont une demi-vie de 18 mois, donc il faut savoir, voilà, il faut savoir être curieux également, savoir quitter sa zone de confort et aller explorer, faire beaucoup de recherches. C'est très important, car seule la curiosité permet de poser les bonnes questions. Donc, la veille technologique, c'est un muscle obligatoire, hein? Donc, ça évite et ça protège de l'obsolescence, donc des choses caduques. Il y a également l'autonomie. On voit que c'est quelqu'un voilà, qui travaille aux dépens souvent des travail. Il aime être soutenu aussi. Hein? Donc, il faut savoir être autonome. Il attend toujours le retour. Donc, on peut, en termes d'IA et des données, il faut savoir y aller. Car la complexité des projets dans ce domaine-là exige une proactivité qui est constante. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi prêt à l'emploi comme il vient. Dans ça, il aime bien cette personnalité-là. C'est des choses qui sont fixes, qui se font tous les jours de la même façon. Or, en IA et domaine,
il faut que ça change. Il n'y a pas de mode d'emploi prêt à l'emploi. Il faut investiguer seul, tester, itérer. Donc, des décisions techniques sont rarement évidentes. Et la majorité du travail n'est pas supervisée. Donc, l'innovation naît de l'expérimentation solitaire. Donc, on a vu que depuis Covid, les gens sont obligés d'être en télétravail et les équipes distantes exigent de l'autogestion, ce qui n'est pas toujours facile pour cette personne. Voilà. Il y a la gestion du temps et de l'organisation. Et quelqu'un qui est organisé et qui sait gérer ça, il n'y a pas de problème. Voilà. L'apprentissage actif et la volonté de continuer à apprendre. Donc, ça, je l'ai dit tantôt, il faut quand même être enclin au changement. Ça, c'est aussi un point de vigilance. Il faut vouloir s'ouvrir pour aller explorer des nouveautés. Il y a l'intelligence émotionnelle. Ouais, c'est quelqu'un qui est bien avec son entourage. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas souvent de problèmes d'interaction. Car ici, également, l'intelligence émotionnelle est la fenêtre qui distingue les experts techniques des véritables leaders. Car cette intelligence émotionnelle permet de transformer des échecs techniques en apprentissage. Donc, ça permet également de faire passer des messages techniques à des non-techniciens, de naviguer dans les conflits d'équipe. Ça, il y a également qu'il n'y a pas de soucis, de grands soucis à ce niveau-là. C'est également, le sens de l'éthique également est recherché dans ce domaine-là. Pourquoi le sens de l'éthique? Parce que dans ce domaine, l'éthique est cruciale, car ces domaines ont un impact direct sur les individus, les entreprises et la société. Donc, vous manipulez des informations sur les personnes. Donc, il faudra éviter les biais et les discriminations. Il faut protéger la vie privée parce que c'est des données personnelles. Ça peut être des données personnelles. Protéger la vie privée et les données personnelles. Il faut garantir la responsabilité et éviter la manipulation à des usages malveillants. Donc, ça, c'est maintenir la confiance du public. Voilà. En termes de compétences, en matière de leadership, ça aussi, il faut faire attention car un bon leader ne se contente pas de développer des modèles, mais il définit une vision. Il faut retravailler son leadership en tant que ISFJ. Il faut savoir qu'on peut être devant, décider, proposer une vision et hisser les équipes vers le haut et les mobiliser autour de l'essentiel. Et pour ça, il faut quand même arrêter de se mettre en retrait et décider d'être parfois en avant. Il y a cette capacité à juger et à prendre des décisions, ce qui peut aussi poser des problèmes. Il faut savoir choisir le bon problème à résoudre. Il faut savoir évaluer les compromis, interpréter, prendre des décisions en incertitude, gérer des risques et des réputations. Ça également, il faudra faire attention. Donc, vous voyez, des aptitudes mobilisables, je l'ai dit, vous avez de l'intelligence et de l'empathie, capacité à soutenir l'organisation, l'esprit d'équipe, l'écoute et le sens du self, l'adaptabilité, la gestion du stress, par contre, il faut la communication, vous pouvez le travailler et vous pouvez la travailler davantage. Vous avez ces aptitudes-là, vous pouvez les mobiliser, vous avez les prédispositions, mais il faut retravailler sur cela en IA et données. C'est ça qu'on vous demande en tout cas de savoir faire, l'équilibre, être au juste milieu et l'utiliser, en tout cas majorer ces points forts. Pour ce qui est des métiers sur lesquels la personnalité, en tout cas, peut être à l'aise, dans lesquels cette personnalité est à l'aise, en fonction de ses points forts, il y a l'analyse des données. Les ISFJ, avec le souci du détail et la rigueur, donc l'organisation et la rigueur, peuvent bien réussir dans les rôles d'analyste de données. Donc ça, c'est à la rigueur et l'organisation qui est recherchée. Là, la personne traite, nettoie, interprète des données pour aider à la prise de décision. Il y a également la gestion de projets en intelligence artificielle. Grâce à
sa compétence organisation et à son sens des responsabilités, la personnalité ISFJ peut exceller dans la gestion des projets technologiques, en veillant au bon déroulement des tâches et à la coordination des équipes, ce qui est une très bonne chose. Autre métier également dans lesquels l'ISFJ est à l'aise, c'est le support technique et formation. Donc, c'est une personnalité qui aime aider les autres, qui peut l'orienter vers les rôles de support technique ou de formation aux outils IA et de gestion des données. C'est également le domaine de l'éthique et de la conformité en IA. Donc ça, c'est son sens des valeurs qui aide cette personnalité à s'intéresser aux aspects éthiques et réglementaires liés à l'IA, contribuant à garantir que les technologies sont utilisées de manière responsable. Ça, c'est son sens de responsabilité qui fait qu'il est à l'aise dans le domaine de l'éthique et de la conformité en intelligence artificielle. Par contre, pour ce qui est des points à améliorer, vous verrez, compte tenu des points à améliorer de cette personnalité, il faut retravailler l'innovation et la pensée créative, car c'est souvent des personnes. Donc, les ISFJ sont connus pour leur nature pragmatique, leur souci du détail et leur attache, ce qui peut les rendre plus enclins à la préservation qu'à l'innovation. Quand quelqu'un est attaché aux traditions, souvent il a du mal à s'ouvrir à l'innovation. Mais cependant, cela ne signifie pas que cette personnalité est incapable d'innover. Elle peut utiliser son sens de l'observation et son souci du détail pour identifier des problèmes et trouver des solutions pratiques, à quoi nous invitons cette personnalité-là. Mais dans ce cas-là, son approche sera souvent plus méthodique et conservatrice que radicalement nouvelle. Or, dans ce domaine de l'IA et des données, il faut quand même de l'innovation, il faut des choses nouvelles à chaque fois. Donc, votre sensibilité aux besoins des autres peut parfois vous amener à vous laisser déborder par des demandes et à négliger vos propres besoins. Ça aussi, c'est un problème. Capacité, ça c'est un problème parce que quand vous avez des problèmes à dire non, souvent vous vous oubliez et ça peut poser des problèmes. Vous pouvez également avoir du mal à gérer le changement et à prendre des décisions rapides dans des situations improbables. Et même avoir des difficultés à accepter le changement, car vous valorisez, on l'a dit, la stabilité et la routine. Mais dans ce domaine-là, il faut accepter le changement et être prêt à affronter à chaque fois de nouveaux défis et ne pas seulement